TGV, TER, RER, ces noms vous sont certainement familiers, mais ils se déclinent en de multiples autres appellations et ce ne sont que quelques-uns des trains de voyageurs qui circulent sur le réseau ferré national français, aux côtés des Intercités, des Transiliens, des Eurostar et autres Nightjet ou Léman Express. Alors, à quoi correspondent tous ces noms? Quels sont ceux qui finalement nous permettront de parvenir à notre destination? Comment se fait-il que SNCF Connect, l'application la plus utilisée pour réserver des billets de train, ne propose pas toutes les relations existantes dans notre pays? C'est ce que l'on voit dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Il fut un temps où voyager en train était plutôt simple. La SNCF s'occupait de tout. Qu'il s'agisse pour vous d'aller travailler, de partir en vacances ou de vous déplacer dans le cadre d'un voyage d'affaires, l'entreprise publique avait un train de banlieue, régional ou de grande ligne à vous proposer. Quant au tarif, ce n'était pas très compliqué non plus. Vous aviez le choix entre deux classes, 3 jusqu'en 1956, et le prix de votre voyage était calculé en fonction de celle-ci, mais surtout du nombre de kilomètres à parcourir, et il était fixe. Quel que soit le type de train que vous empruntiez, que vous parcouriez une courte ou une longue distance, que vous fassiez un aller simple ou un aller-retour, le barème était le même. Pour connaître le prix d'un voyage en train, la formule était très simple. Il suffisait de multiplier le barème kilométrique établi chaque année par l'État pour la classe choisie par le nombre de kilomètres à parcourir. Et pour cela, on pouvait se référer à une Bible, l'indicateur chèque qui paraissait plusieurs fois par an et en plusieurs éditions régionales pour fournir au public l'ensemble des horaires des chemins de fer et lui permettre de calculer avant de se rendre à la gare le prix du trajet envisagé. Comme vous l'avez sans doute constaté s'il vous arrive de prendre le train, nous ne sommes plus du tout dans cette logique-là. C'est que les temps ont changé. Je vous ai expliqué dans un précédent épisode comment, de réforme en réforme et sous la pression de l'ouverture à la concurrence, la SNCF a été amenée à se transformer profondément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si c'est encore elle qui le plus souvent opère sur le territoire national, elle le fait désormais via des filiales, qui pour certaines ont développé des marques, ou encore en coopération avec d'autres entreprises ferroviaires, ce qui est souvent confondu avec une situation de concurrence, mais qui dans ce cas de figure n'en est pas une. Autre signe que les temps ont changé, la physionomie du réseau sur lequel ces trains circulent a elle aussi beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Il suffit de consulter une carte du réseau ferré national pour s'en convaincre. D'ailleurs, je vous conseille à ce propos Carte-au-Train, qui est un excellent outil développé par un passionné de cartographie dont je soutiens le travail en assurant la diffusion. Carte-au-Train ressemble comme deux gouttes d'eau à une carte routière, mais c'est une carte ferroviaire, la seule en son genre du reste. Il en existe à l'heure actuelle 2 éditions, France et Europe, que vous pourrez vous procurer dans la boutique du site www.aiguillage.eu. Je vous mets le lien en description. Cette carte reprend le tracé des 28 000 km de lignes encore exploitées. Je dis encore parce que ce chiffre a bien baissé depuis la création de la SNCF en 1938. À cette époque, son réseau était constitué de 42 700 km, auxquels il convient d'ajouter 20 000 km de voies ferrées d'intérêt local, créées et exploitées par les départements. Sous la double concurrence de la route et de l'avion, la moitié de cette infrastructure a été démantelée. Et ce n'est pas la construction des lignes à grande vitesse destinées au seul TGV qui viendront renverser cette tendance, puisque seulement un peu plus de 2000 km de lignes nouvelles ont été créées pour lui, ce qui est loin de compenser les dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées perdues. Modeste lot de consolation, le réseau ferré français se hisse sur la 2e marche du podium européen, derrière l'Allemagne qui a conservé un peu plus de 38 000 km de lignes, mais devant la Pologne qui en compte 19 000, l'Italie et le Royaume-Uni un peu plus de 16 000 chacun, et l'Espagne un peu plus de 15 000. Tous les autres pays de l'Union européenne ainsi que la Suisse entretenant des réseaux ferrés dont la longueur est désormais inférieure à 10 000 km. Dernier petit détail à prendre en considération avant de s'intéresser aux différents types de trains qui empruntent le réseau ferré national, son organisation très spécifique à notre pays. En jetant un coup d'œil à la carte du réseau ferroviaire français, on se rend immédiatement compte de ce qui le caractérise le mieux, son organisation délibérément parisiano-centrée. Ceci est un héritage du passé. À la différence de la plupart de nos voisins européens, la France s'est construite autour d'un pouvoir très centralisé, par opposition à d'autres pays qui se sont constitués en fédérant différentes régions. Dans la droite ligne de cette tradition française, chez nous, les chemins de fer ont donc été développés en étoile autour de Paris, selon les plans d'un certain Baptiste Alexis Victor Legrand, une approche baptisée l'étoile de Legrand, dont on a bien du mal à sortir du reste, pas loin de 2 siècles après l'ouverture de la première ligne de chemin de fer en France.
Demandez par exemple à l'application SNCF Connect quelle est la meilleure façon de se rendre de Bordeaux à Lyon. Et elle vous proposera de passer par Paris, ce que vous ne feriez évidemment pas si vous preniez la route ou l'avion. Un détour qui a naturellement des conséquences sur le prix du billet dont vous aurez à vous acquitter, car même si officiellement il y a bien longtemps que celui-ci n'est plus calculé uniquement en fonction de la classe choisie et du nombre de kilomètres parcourus, cette distance a bien entendu des conséquences sur ce prix. D'autant qu'en France, il existe une autre caractéristique particulière, le mode de financement du réseau. Celui-ci est vieillissant et demande de lourds investissements pour sa pérennisation et sa modernisation. Et malgré de multiples annonces, les budgets tardent à être débloqués. En attendant, on part au plus urgent en prélevant une taxe à chaque passage d'un train sur une portion du réseau. Ces péages représentent 40% du prix des billets grande ligne et sont calculés en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Alors forcément, ils commencent à peser un peu sur le prix du billet payé par les voyageurs qui les empruntent. S'il faut bien se faire une raison et partir de Paris ou y passer pour atteindre sa destination finale, quels sont les trains qui nous y emmèneront? La plupart d'entre eux sont exploités directement ou indirectement par SNCF Voyageurs, une filiale du groupe SNCF. Autour de Paris, l'entreprise prend en charge la circulation de trains de banlieue pour le compte d'Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des mobilités pour la région Île-de-France, sous le nom de Transilien. Ces lignes comprennent la partie ouest du RER A et la partie nord du RER B, ainsi que les 3 autres lignes de RER C, D et E dans leur intégralité. Transilien exploite également les lignes de banlieue H et K depuis la gare du Nord, J et L depuis celle de Saint-Lazare, N depuis Paris-Montparnasse, P depuis Paris-Est, R depuis Paris-Lyon, ainsi que les transversales U et V. En région, SNCF Voyageurs exploite l'intégralité des lignes des TER Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne sous le nom de TER Breiskau, Centre-Val de Loire baptisé Rémy, Grand Est sous la marque Fluo, Normandie sous le nom Nomade Train, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie baptisé Lio Train et Pays de la Loire, allez hop, en TER. Tout récemment, la donne a changé dans 3 régions qui ont ouvert à la concurrence l'exploitation de leur réseau de trains express régionaux et SNCF Voyageurs a créé 3 nouvelles filiales dédiées aux lignes dont elle a remporté le marché. SNCF Voyageurs Sud-Azur pour exploiter les lignes de l'Étoile de Nice en région PACA, SNCF Voyageurs Étoile d'Amiens, celle autour d'Amiens dans les Hauts-de-France, et SNCF Voyageurs Loire-Océan pour l'exploitation du tram-train autour de Nantes. Au plan national, SNCF Voyageurs assure la circulation des trains d'équilibre du territoire, c'est-à-dire des relations traversant plusieurs régions dont l'autorité organisatrice est l'État. Elle le fait sous la marque Intercité. De jour, ils assurent depuis Paris des relations vers Clermont-Ferrand et Toulouse, de nuit Toulouse, Rodez, la Tour de Carol, Cerbère, Tarbes, Briançon, Nice et Aurillac. Les autres lignes sont des transversales entre Bordeaux, Toulouse et Marseille, Béziers et Clermont-Ferrand, Nantes et Bordeaux, Nantes et Lyon, Toulouse et Hendaye et Nancy et Lyon. Ce dernier service venant d'être repris après quelques années d'interruption. À noter que les lignes Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon, qui ont fait l'objet d'un appel d'offres dans le cadre d'une procédure d'ouverture à la concurrence, ont été de nouveau confiées à SNCF Voyageurs pour les 10 prochaines années. Enfin, SNCF Voyageurs, en son nom propre, assure la circulation de différents types de TGV en France et à l'international sous les marques TGV Inouï, desservant 200 relations dans l'Hexagone et en Europe, et TGV Ouigo, son offre low cost. L'entreprise a créé une filiale baptisée SNCF Voyage Développement pour contrôler le capital d'Eurostar Group et exploiter des TGV vers l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Elle a également passé des accords avec la Deutsche Bahn pour mettre en place une relation entre Paris et Berlin sans correspondance. Celle-ci est assurée par des trains allemands de type ICE. Ils desservent au passage les gares de Francfort, Karlsruhe et Strasbourg. 3 fois par semaine, ce même trajet peut être réalisé de nuit grâce cette fois-ci à une coopération entre SNCF Voyageurs et les chemins de fer autrichiens. Il s'agit de l'une des lignes baptisée Nightjet, mise en place par l'entreprise OBB. Pour développer les relations ferroviaires entre la France et la Suisse, la SNCF et les CFF, les chemins de fer fédéraux, ont créé une entreprise commune pour exploiter un service de train à grande vitesse baptisé l'IRIA,
Celui-ci assure des circulations depuis Paris vers Bâle, Genève, Lausanne ou Zurich. En période estivale, les TGV Lyria desservent également les gares françaises de Marseille, Aix-en-Provence et Avignon. Une autre filiale, commune celle-ci à SNCF Voyageurs et au CFF, baptisée Lémanis, assure l'exploitation du Léman Express, un réseau express régional frontalier autour de Genève, desservant également les villes d'Annecy, Annemasse, Bellegarde-sur-Valserine, Coppet, Évian-les-Bains et Saint-Gervais-les-Bains. Il existe une dernière filiale de SNCF Voyageurs que je n'ai pas encore évoquée. Elle ne transporte pas de voyageurs, mais son rôle est important pour comprendre comment fonctionnent les trains en France. Il s'agit de SNCF Connect et Tech. C'est elle qui développe l'application la plus utilisée pour réserver des billets de train dans l'Hexagone, SNCF Connect. Sa vocation est d'assurer la vente des billets de train directement exploités par sa maison mère. Voilà pourquoi certains, qui circulent pourtant quotidiennement dans notre pays sur le réseau de la SNCF, n'apparaîtront jamais dans les résultats de vos recherches et ne seront pas réservables par son intermédiaire. Entre Paris et Lyon et vers l'Italie, via la ligne de la Maurienne, et très bientôt Marseille, circulent ainsi les flèches rouges de l'entreprise italienne Trenitalia. Entre Lyon ou Marseille et Barcelone et Madrid, s'élancent les trains à grande vitesse de l'entreprise espagnole Renfe. Ces relations sont invisibles sur cette application, et pour cause, loin des bonnes et courtoises relations de coopération que je vous ai décrites un peu plus tôt, établies avec la Deutsche Bahn, les CFF, la SNCB ou OBB, il s'agit là de pure concurrence. Mais ça, c'est un autre sujet que j'ai largement abordé dans ce précédent numéro d'Aiguillage.